long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième volet de notre preview de la March Madness et de son tournoi NCAA. Si vous étiez avec nous hier, vous avez pu regarder la vidéo qu'on a fait avec Lohan sur le tournoi NCAA masculin. Aujourd'hui, on change un peu, on va du côté des filles et de la NCAW, où le tournoi a sans doute jamais été aussi suivi, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. On en parle un peu partout et le moment nous semblait bien choisi pour en discuter. Comme hier, je vous avais dit que même si avec Théo, Antoine et les autres, on suit quand même assidûment, c'est toujours mieux d'avoir des experts, des expertes en la matière. Donc hier, c'était avec Lohan. Aujourd'hui, je vous ai ramené une sommité, un puits de connaissances en matière de basket et en particulier de basket féminin. C'est là aussi un ami, un camarade de chez Swish Swish avec lequel on discute souvent de tout et de rien sur le basket. J'ai nommé Ghislain Clément. Gis, comment ça va ? Bah écoute, ça va super, et toi? Bah ça va, il y a la March Madness qui va démarrer. Je dis, Ouais. je dis à tout le monde que je suis plus excité par la March Madness des filles, par le tournoi NCAA des filles que des garçons. Donc là, on va pouvoir en parler parce que c'est aussi évidemment ton expertise, ton domaine d'expertise. Déjà, on va quand même te présenter rapidement, comme on l'a fait hier avec Lohan. Alors, sans révéler ton identité secrète en dehors du basket, parce que chacun a un terrain, un jardin secret, je pense très honnêtement, pour le dire aux gens, que tu es la personne qui regarde le plus de matchs que je connaisse. Alors surtout en ce qui concerne les filles, la WNBA, la NCAA, l'Euroleague, tout ce qui est possible de regarder. Est-ce que tu peux rapidement nous en dire un peu plus sur cette passion et jusqu'où elle remonte? Ouais, voilà, moi ça fait presque 30 ans que je suis dans le basket, d'abord en tant que joueur, j'ai été coach aussi, je suis toujours un peu aussi. Voilà, je suis rentré dedans tout jeune, quoi, par mes frangins qui faisaient du basket aussi. On a une famille très basket. Je me suis intéressé très tôt au basket, notamment féminin, parce que j'ai eu la chance d'être pas très très loin de Bourges à l'époque où Bourges a explosé totalement sur le basket féminin. Donc, j'y suis allé jeune, etc. Puis ça m'a intéressé. Puis après, j'ai continué d'abord avec les équipes nationales, et puis après la WNBA, et puis après la NCAA. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu plus simple de la suivre qu'il y a une époque, quoi. Mais donc voilà. Et puis, effectivement, comme tu dis, l'Euroleague, etc. Bon, je suis aussi beaucoup la NBA, je suis aussi les garçons, mais C'est c'est ça. vrai que mon cursus et puis ma présence autour du basket féminin m'a toujours poussé plus vers les filles, que ça soit au coaching ou etc., quoi. Voilà, et Donc si voilà un vous petit voulez peu. retrouver Gis sur les réseaux, il commente absolument tous les matchs devant lesquels il se pose la nuit, le jour, entre deux siestes et du boulot. N'hésitez pas. C'est quoi ton hâte Twitter déjà? Parce que je te parle tous les jours Ghislain sur Twitter, Clément, mais Ghislain voilà. Clément, Ouais. GHISLAIN, Voilà, Gislain et Clément. Clément comme le prénom. Si vous voulez interagir, si vous mettez aussi sur les matchs de WNBA, NCAA, tout ce que vous voulez, Gis réagit souvent dessus. Pendant le Covid, on a pas mal regardé de matchs aussi ensemble. Ça avait commencé là. Et moi, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis remis à fond dans la NCAW. J'ai toujours suivi plus ou moins les rencontres avec notamment Yukon, que j'ai toujours beaucoup aimé aussi. Et avec Gis, on s'est un peu trouvé comme ça aussi. Et depuis, on écrit ensemble, on fait des émissions ensemble aussi sur Swiss Swish. Parce qu'on nous demande souvent dans les commentaires, parfois sur les late sessions auxquels tu participes dans les commentaires souvent, on te dit comment est-ce que je peux suivre la WNBA, comment est-ce que je peux suivre le basket universitaire. C'est en essayant de trouver notamment sur Twitter, parfois de s'abonner à certaines plateformes, et aussi en discutant avec des gens comme Gis, c'est vachement pratique pour en apprendre beaucoup sur le sujet. Donc on va discuter de ce fameux tournoi qui est un peu particulier cette année parce que, comme je le disais en préambule, il n'y a peut-être jamais eu autant de hype et d'attention médiatique autour de ce tournoi-là, et même de la NCAW en général, je pense. Est-ce que tu me confirmes ça, toi qui suivais les joueuses actuelles, les anciennes, quand c'était beaucoup moins médiatisé? Le basket féminin est en plein essor, hein, que ça soit en NCAA, que ça soit en WNBA, bon, surtout aux États-Unis en fait.
c'est énormément suivi. Rien qu'il y a 5-6 ans, en fait, on se battait sur Twitter pour trouver deux comptes qui relayaient des informations. Aujourd'hui, ça explose totalement. Donc forcément, ça partait de très bas aussi de façon médiatique. Donc le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui couvrent, bah, forcément, ça intéresse beaucoup plus les gens. Et les gens se rendent compte aussi que bah, ça joue au basket et que c'est du vrai basket, contrairement à ce que beaucoup d'idées reçues pensent. Donc effectivement, il y a tout cet engouement autour du basket féminin, la médiatisation, mais il y a aussi le fait que on est dans une potentielle classe de draft WNBA, donc classe d'âge qui arrive en année senior en NCAA, qui est exceptionnelle, peut-être même la meilleure classe qui ait jamais existé en fait, depuis qu'il y a un monde professionnel dans le basket féminin. Donc ça amène avec des joueuses, bah, comme je pense qu'on va parler, comme Caitlin Clark, comme Paige Bueckers, comme Cameron Brink, etc., qui fait que bah, voilà, elles explosent. Et il y a aussi que ces filles-là sont les produits de leur génération, c'est-à-dire que c'est des produits qui sortent beaucoup avec les réseaux sociaux, etc. Donc forcément, ça explose. Il y a des joueuses comme ça qui ont plus de 1 million de suiveurs sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc forcément, même au-delà du basket, elles ont une portée qu'on n'imagine même pas en fait. Ah, c'est ça, c'est la génération Nile avec le sponsoring, avec l'utilisation des réseaux sociaux, de voilà, la mise en avant. Et on l'a vu, on a même vu ce passage-là, parce que quand on a commencé à en parler, à regarder les matchs ensemble vers 2020, il y avait une petite hype autour de certaines joueuses. Il y avait beaucoup Paige Bueckers, pas encore Caitlin Clark à proprement parler, ça on en reparlera aussi. Mais on a vraiment vu cette ascension, les gros médias qui en parlaient, qui se sont mis à relayer des vidéos, les joueurs NBA qui ont commencé à suivre et à relayer un peu aussi les highlights, les vidéos de certaines joueuses. Et oui, je suis d'accord, c'est aussi parce que ces joueuses-là sont le produit de leur époque. Tout le monde maintenant connaît Caitlin Clark, beaucoup connaissent Paige Bueckers. J'espère que la connaissance des gens ne va pas se limiter à ces deux joueuses-là, parce qu'on va essayer évidemment en parler. Ça va au-delà d'une simple joueuse qui va amener de l'intérêt. Il y a énormément de choses et de joueuses d'équipe qui sont intéressantes à suivre, même quand ces joueuses-là ne seront plus là, enfin voilà, il y a des générations qui arrivent, il y a tout un tas de choses. On me demandait encore récemment dans un des commentaires YouTube sur la chaîne pourquoi est-ce que je m'intéressais autant au basket féminin en général et aussi à la NCAA. Bah, il y a un aspect que toi tu connais bien parce que tu es formateur, mais quand on en discute ensemble, je vois le développement des joueuses, je vois comment les coachs travaillent avec, parce que c'est souvent sur 4 ans et que bah, on n'a pas tellement ça avec les prospects NBA qui restent 1 an, 2 ans à quelques rares exceptions. Et c'est aussi pour ça que j'aime ça, c'est cet aspect formation, des filles qu'on retrouve d'une année à l'autre. Alors parfois il y a des transferts, mais on voit vraiment un développement. On peut partir, on peut monter dans le wagon assez tôt de manière générale. Ouais, tout à fait. Bah, c'est important parce que en fait, c'est là qu'elles font leur formation pour le monde professionnel. D'ailleurs, le parallèle, on l'a fait. Enfin, nous, on en a discuté plein de fois, mais il existe avec les garçons où on voit bien que des fois, il y a des gens qui arrivent trop tôt en NBA, etc., et qui réussissent pas. Alors que là, on a vraiment le temps de les voir évoluer et puis et de les voir prendre bah, tout le vécu, et notamment collectif. Parce que chez les filles, c'est comme chez les gars. En fait, elles sortent des programmes EIU, hein, pareil, hein, au lycée, avec Ouais. où l'individu est beaucoup mis en avant, le côté jeu individuel, skill individuel, etc. Et quand elles tombent dans des facs avec des gros programmes académiques basket, ce qui est le cas de certaines qu'on va parler, je pense, tout à l'heure aussi, bah, ça les cadre et ça leur met effectivement beaucoup de vécu collectif, ce qui est en plus encore plus primordial dans le basket féminin, puisqu'il y a un côté un petit peu moins athlétique que les garçons. Et donc, forcément, elles sont obligées de compenser un petit peu autrement, et notamment par la connaissance du jeu, la lecture du jeu, encore plus importante, et puis bah, le développement du jeu collectif, quoi. Ouais, c'est ça que dans ma longue réponse que j'ai faite sur YouTube, je disais que c'était justement ce côté altruiste, basé sur les fondamentaux. C'est une autre forme de basket et qui me plaît beaucoup parce que, non pas que j'aime pas regarder l'NBA, je suis abasourdi devant des choses que je vois en NBA aussi en bien, hein, mais avec les filles,
je reste totalement admiratif et époustouflé, mais pour d'autres raisons, quoi. Tu vois, donc ça fait partie des raisons pour lesquelles je recommande toujours de regarder la WNBA parce que c'est un niveau, c'est l'élite, c'est les meilleures joueuses du monde, et la NCAW parce que même s'il y a parfois des choses aussi comme chez les garçons qui peuvent nous faire nous arracher les cheveux qui nous restent quand on en discute, on voit, il y a des choses, c'est pareil, c'est comme chez les garçons. Elles sont en formation Normal. et c'est tout à fait logique que ce soit comme ça. On voit des jeunes joueuses. Mais voilà, c'est parce que c'est aussi notre forme de basket et qu'on aime ce. Il y a un côté un peu pur, tu vois, c'est bête, mais euh, c'est c'est altruiste, c'est collectif, c'est intelligent. Tu parlais de la lecture, des lectures de jeu, de la connaissance du jeu et je la retrouve vraiment beaucoup chez les filles, et, que ce soit en NCAW ou en WNBA. On va commencer peut-être par parler de l'éléphant dans la pièce, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu cette porte d'entrée là avec la NCA chez les Celle qu'on filles. parle pas du tout. Voilà, on ne parle pas du tout d'elle. On a très peu parlé d'elle au début. C'est ça qui est fou, parce que Ouais, c'est ça qui est dingue. voilà, on en a parlé entre nous. On s'est dit c'est quoi ce phénomène quand elle est arrivée en 2020 à Iowa. Je veux bien sûr parler de Caitlin Clark qui aujourd'hui c'est la joueuse la plus médiatisée, même quasiment en incluant les professionnels. C'est assez fou, mais il suffit de regarder sur ESPN, TNT, tout le monde en parle. Et Caitlin Clark, donc je repense à cette époque où quand on est monté dans le wagon en se disant qu'elle était moins médiatisée que Paige Bakers et que d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, Gis, on en fait trop? Est-ce que les bookmakers, est-ce que le président Obama qui a mis Iowa en finale, est-ce que tout le monde, tous les médias en font beaucoup sur elle? Alors pour recentrer un peu aussi sur la March Madness, est-ce que Caitlin Clark est vraiment la meilleure joueuse universitaire? Est-ce qu'elle est sûre d'emmener Iowa très loin? Qu'est-ce qu'on peut dire sur Caitlin Clark? Alors, est-ce qu'on en fait trop sur son talent pur? Je ne pense pas. Parce que c'est une joueuse effectivement qui va être exceptionnelle, je pense, au niveau professionnel. Il n'y a pas trop de doute. Après, est-ce qu'il y a trop d'engouement médiatique? Bon, ça, oui, mais comme il y en avait beaucoup trop sur Victor Wembanyama, enfin bon, voilà, au bout d'un moment, ça dépasse des fois l'entendement. Et puis, en plus, ça génère, notamment aux États-Unis, des fois des échanges entre fans qui sont un peu insupportables. Mais par contre, sur le talent de la joueuse, non, je pense qu'on n'en fait pas trop. Après, est-ce de là à dire est-ce que Iowa va aller loin? Ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que effectivement, Kathleen est le centre du projet d'Iowa. C'est aussi pour ça qu'elle a choisi cette fac-là. Faut savoir qu'elle vient aussi de l'Iowa. Donc, elle a décidé de rester chez elle. Mais elle est dans un programme qui est quand même un programme beaucoup plus faible que d'autres universités qu'on va parler après, très réputées, qui ont beaucoup de titres, qui ont beaucoup aussi de qualité de coaching, d'encadrement, etc. Donc, est-ce qu'elles vont être capables de réitérer ce qu'elles ont fait l'année dernière en allant en finale? Moi, j'ai des gros doutes quand même parce que bon, l'année dernière, elles ont eu quand même beaucoup de circonstances favorables, Favorable, ouais. que ce soit voilà, des équipes qui ont chuté avant. Bon, c'est le principe de la March Madness, hein. Donc forcément, mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été dans le bon sens. Là, en plus, elles ont eu un tirage quand même qui est loin d'être facile dans leur région. Donc, elles vont rencontrer beaucoup d'équipes, notamment des équipes de Pac-12, qui est une des meilleures conférences du pays. J'ai un petit peu de mal de les voir. Je pense que si elles font un Elite 8, donc l'équivalent des quarts de finale, je pense que ça sera déjà encore une sacrée performance parce qu'il faut être très clair, elle est un peu toute seule dans cette équipe Ouais. et tout le système est basé autour d'elle. C'est une équipe qui en plus défend très peu. Donc elle est dans une conférence, la Big Ten, qui est une conférence qui joue très vite, qui défend peu, donc ça marche bien dans sa conférence. Le problème en March Madness, c'est un peu comme dans les playoffs, de façon générale dans le basket, c'est que le jeu se ralentit, ça va jouer beaucoup plus sur demi-terrain. L'arbitrage n'est pas le même aussi en March Madness que par rapport en saison de conférence. Je pense que ça va être compliqué. La seule petite chance pour qu'elle y aille, il faut vraiment qu'elle sorte voilà, des matchs de mammouth comme elle a pu faire l'année dernière, mais en continu, quoi, c'est-à-dire des trucs à 35-40 points et surtout avec des pourcentages très bons. Parce que le problème de Kathleen, c'est que comme elle est un peu toute seule, des fois, l'efficacité, elle chute un peu parce que quand on joue tous les ballons, j'en parle régulièrement, mais juste pour vous donner une petite chose, elle joue presque 45% des ballons de son équipe. Donc, elle prend presque un tir sur deux ou une passe décisive sur deux de son équipe, quoi. Donc, c'est absolument dément. Donc, j'ai un peu de mal, moi, à les voir aller
aller retourner en finale, en tout cas. Après, bon, la March Madness fait que c'est des matchs tous les 2 jours, sur 10 jours, c'est hyper concentré. Il y a la fatigue qui joue beaucoup, il y a les blessures, il y a le fait que ça soit des jeunes aussi. Et donc, les jeunes, elles ne maîtrisent pas encore tout. On a vu des équipes faire des superbes saisons, être invaincus et s'écrouler au 2e tour de la March Madness, quoi. Donc, bon, c'est assez difficile à lire, hein, quand même, la March Madness de façon globale. Ah, et puis Caitlin Clark va être si c'était possible, encore un peu plus ciblée par les autres équipes. Bah, je partage les doutes que tu as émis. On a pas mal parlé ensemble aussi des quelques limites en termes de coaching qu'il y avait parce que le système, c'est Caitlin Clark et voilà, ça défend peu ou pas et ça essaye d'outscorer les équipes, ce qui arrive fréquemment parce que voilà, c'est un talent exceptionnel. Mais voilà, dans mon bracket, je les ai pas mises. J'ai pas mis Iowa jusqu'en finale. On en parlera dans les pronostics à la fin, mais moi non plus, ça n'enlève rien au phénomène Caitlin Clark et j'ai évidemment hâte de la voir en WNBA où j'espère que les gens seront assez patients au cas où le démarrage soit un peu peut-être moins explosif que ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais en tout cas là sur cette March Madness, j'ai pas mis Iowa non plus très loin. Mais il faut la regarder, hein, et même notamment, encore plus, je pense, pour les gens qui suivent le basket d'un peu plus loin, qui ne sont pas forcément voilà, des hyper connaisseurs, parce que ça peut être une sacrée porte d'entrée pour le basket féminin, parce qu'elle est fun à voir jouer, quoi. Je veux dire, même au-delà de l'efficacité, de ce que de ce que les coachs peuvent regarder, etc., qui vont peut-être se dire, ah oui, là, fais pas les efforts défensifs, mais rien que de la voir, en fait, pour des néophytes, c'est impressionnant quand même. Elle est capable, je pense qu'elle a la plus grande distance de shoot de toutes les filles professionnelles, même déjà. C'est un délire. Alors après, il y a des excès, hein, un petit peu aussi. Et voilà, elle n'est pas toujours très efficace, comme je disais tout à l'heure, mais franchement, si vous avez l'occasion voilà, de vouloir vous intéresser au basket féminin et notamment au basket la NCAA en l'occurrence, bah oui, regardez les matchs d'Iowa, quoi, ça va vous plaire, c'est sûr, c'est fun à voir, quoi. Et puis il y a une énorme ambiance à chaque fois. La salle est. Mais elle a drainé, hein. Elle a drainé ça aussi, hein. Parce qu'il faut rappeler elle a quand même rempli un stade de Un foot stade de US, hein. foot, ouais. 50 Plus 000 de places 50 000 juste pour elle. Alors, c'est pas pour faire injure aux autres, à ses coéquipières, hein, mais c'est sur son seul nom qu'elle a réussi à faire ça, son style de jeu. Le parallèle va peut-être paraître alambiqué, mais en termes de côté spectaculaire, je sais qu'il y a des gens en France qui regardent les filles juste quand il y a Marine Johannes, par exemple, parce qu'elle a un côté spectaculaire, voilà, une qualité de dribble, des shoots, tout ça, qui font ça. Bah, Caitlin Clark, à son échelle, c'est un peu ça aussi, quoi. On va passer aux autres joueuses, peut-être. Parce qu'il y a le terme générationnel qu'on balance un peu à droite à gauche, soit chez les gars ou chez les filles. Voilà, le gros mot. Mais pour certaines joueuses comme Caitlin Clark, ça paraît quand même important parce elle change plein de choses dans le jeu. C'est des joueuses dont on n'a vraiment pas vraiment vu le profil avant. Et je te propose qu'on parle un peu aussi de ces autres joueuses que nous on aime bien, qui nous paraissent être des superstars en puissance. Déjà là aujourd'hui à l'échelle universitaire et après peut-être plus tard. Alors je te laisse le choix, de la prochaine. Est-ce que tu veux parler d'une intérieure de Stanford, d'une meneuse de UConn? Vas-y, l'intérieur de Stanford, peut-être. L'intérieur de Stanford, très bien. C'est notre chouchoute aussi depuis pas mal d'années. Euh, alors je dirais pas qu'elle est méconnue du grand public, c'est pas non plus un petit peu peut-être parce qu'elle n'a pas eu la même hype que Caitlin Clark et c'est un autre genre de joueuse. Elle a fait parler d'elle parce elle est liée à la famille Curry, elle a des bonnes relations avec Steph Curry, elle s'est déjà entraînée avec, etc. C'est Cameron Brink donc de Stanford qui est un phénomène aussi, qui a eu une progression un peu différente, qui est une intérieure et t'aimes bien le rappeler souvent, les intérieurs ont des progressions et des évolutions différentes. Mais c'est une licorne aussi, un autre terme un peu galvaudé, mais licorne, phénomène, talent générationnel. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Cameron Brink? Bah, que déjà, là, on a parlé de changer le jeu en attaque. Elle va être capable de changer le jeu déjà immédiatement en défense. C'est-à-dire que c'est un prototype de grande joueuse moderne qui sait tout faire. Donc déjà, il faut savoir que dans le basket féminin, on est quand même dans un peu un autre style que le basket, notamment NBA.
où, même si ça revient un peu en NBA d'ailleurs, petite parenthèse, mais où la taille et les postes intérieurs ont souvent un rôle hyper dominant, et d'ailleurs les joueuses les plus dominantes de la planète, si vous regardez, que ça soit chez Team USA, que ça soit chez Brenna Stewart, Eja Wilson, etc., c'est toutes des joueuses de taille importante. Donc, autant je pense que c'est pas la joueuse peut-être la plus skill pour le moment en tout cas, de la NCAA à venir vers le monde professionnel, mais par contre ça peut être dans quelques années, parce que les grandes, comme tu le disais tout à l'heure, ça a une évolution qui est plus lente, hein. L'apprentissage est plus compliqué chez les grands, faut apprendre quoi faire de son corps, comment se déplacer, etc. Il y a plus de travail technique aussi, notamment sur les finitions proches du panier, etc. Mais ça peut être la joueuse la plus dominante de la planète, en fait. C'est un grand gabarit qui est capable de contrer, de défendre, de prendre du rebond, de monter la balle, de shooter à 3 points, de shooter à 2 points, de finir au poste. En défense, quand je disais qu'elle allait changer le jeu, c'est que c'est impressionnant même à voir, même au niveau amateur. Alors ça reste que du niveau amateur, hein, ça reste que de la NCAA, mais elle change complètement le jeu. C'est-à-dire que dès qu'elle est sur le terrain, il n'y a plus un seul drive adverse vers le panier. Ce n'est pas possible en fait. Si ça drive, soit ça va ressortir la balle, soit les filles en fait elles restent à l'extérieur, parce que enfin voilà, elle va faire des triples doubles avec les contres. Et en plus, donc au-delà de ce talent défensif, elle est capable, en plus elle est relativement fine, mobile, donc elle est capable de switcher en plus. Dans un basket moderne où on demande aussi beaucoup de switcher, notamment défensivement. Donc elle va changer totalement le jeu défensif de ses équipes. Et en plus, elle est en train de, comme je le disais tout à l'heure, de développer tous ses skills offensifs. Donc on l'a vu beaucoup plus cette année, monter la balle, être capable de faire des passes, d'ouvrir du playmaking, etc. Je ne sais pas si beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast s'intéressent au basket féminin. Mais si vous connaissez, je pense qu'il y a du Candace Parker ou du Jonquel Jones en Cameron Brink, pour donner un peu une affiliation au niveau. Donc, pareil, deux anciennes MVP. Hein, les anciennes MVP de Candace Parker, une des meilleures joueuses de tous les temps. Jonquel Jones, une des joueuses les plus dominantes récemment, en tout cas. Peut-être avant d'arriver à New York, on va dire. Ouais. Mais voilà, c'est des joueuses références, et Cameron Brink, elle a ça en elle. Elle est taillée comme une joueuse de volley, en fait, c'est fou. Elle a un Elle en physique a de fait joueuse de d'ailleurs. volley. Ouais, elle en a fait, ça m'étonne pas du tout. Et en plus de tout ce que tu as parlé, qui est c'est quand même génial, c'est une panoplie absolument incroyable sur le plan all-around. Il y a du caractère et une personnalité, elle est un peu leader émotionnel, et c'est ce que j'aime bien chez elle. T'as l'impression qu'elle est toute douce comme ça, et puis dès qu'elle met un panier ou un contre important, tu vois la rage, l'énergie qui est en elle. Elle a aussi ce côté, je pense, qui est capable de se traduire après en WNBA, où elle jouera, sauf énorme surprise, aux Los Angeles Sparks, qui ont le deuxième pick. On l'a pas dit tout à l'heure, mais Indiana a le first pick et devrait drafter Caitlin Clark, sauf là aussi énorme surprise. Et Cameron Brink, dont on a parlé là, devrait aller aux Los Angeles Sparks, ce qui est très bien puisque, comme on l'a dit, elle joue à Stanford, qui est voilà, une fac californienne, et donc elle va pouvoir rester relativement près de chez elle. Là, elle était dans cette fac où elle a déjà gagné un titre NCAA, c'était sa première année, non? Année freshman? 21, ouais. Ouais, c'est ça, Mm. 2021. Avec Et les du coup, Bleus. est-ce que Stanford avec Cameron Brink, ça te paraît être un bon pari pour aller loin dans celle-là, Polémique, chez les filles, hein, un des plus titrés, etc., avec une coach de légende, hein, Tara Van Der Veer aussi, qui a coaché Team USA, etc. Donc oui, Stanford, en plus, elle joue en Pac-12, ce que je disais tout à l'heure, dans, pour moi, la meilleure conférence du pays, en tout cas cette année. Oui, Stanford a les capacités d'aller loin. Après, la petite chose qui peut peut-être les empêcher, c'est qu'elles sont un petit peu en déficit de talent sur les postes extérieurs. Voilà, elles ont eu beaucoup de départs, hein, sur les dernières années vers le monde professionnel. Là, c'est des joueuses un petit peu en dessous. Par contre, elles ont un secteur intérieur avec Cameron Brink et Kiki Raffen qui est très très impressionnant, et voilà, c'est bien coaché. Bon, c'est 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 une équipe qui peut faire un final fort et qui peut aller, oui, au bout, c'est sûr. Après, je pense par contre qu'il faudra que
qu'il n'arrive à rien à Cameron Brink, par contre, sur la March Madness. Alors, on va pas lui citer de blessure ou autre, mais même des problèmes de faute, ou etc. Parce J'allais que te parler des problèmes de faute parce que dans son tout début de carrière, c'est un peu ça limitait son temps de jeu, ce qui fait que si vous regardez ses stats des premières saisons, c'est moins impressionnant. Alors rapporté à de plus il joue grosses 20 minutes, minutes. c'est exceptionnel, mais elle jouait finalement assez peu parce qu'elle était souvent problème de faute. Mais bon, là maintenant, je veux dire, il y a plus tellement ce problème-là de manière générale et c'est qu'elle va. Là, les trophées n'ont pas encore été remis, mais je pense qu'à nos yeux, c'est la joueuse de l'année en NCAA. Je sais pas si Ouais. tu es d'accord. Il y a plein de joueuses de filles qui ont fait des trucs super, mais ça a été la joueuse marquante, je pense, en NCAA cette année. Ouais, ouais, clairement. Donc voilà, il va falloir voir. Et comme on disait, c'est l'incertitude de la NCAA, c'est sur un match. Bon, il suffit qu'il y ait un match où voilà, elle prenne 2 fautes rapidement et qu'elle joue Mm. moins. Et puis du coup, voilà, Stanford sera handicapé si elle n'est pas sur le terrain, c'est très très clair. Mais oui, oui, Stanford a les capacités et l'équipe pour aller loin dans le tournoi. Et au bout, bon, après, c'est dur la marche Madness, mais oui, 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 il y a le potentiel pour le Ça, faire. ça m'arrangerait pour mon bracket sans vouloir tout révéler. Ouais, Stanford est allé relativement j'ai vu loin. ça. J'ai vu ça, ouais. On va peut-être passer à une autre joueuse. Alors, je te propose qu'on parle de Yukon parce que Yukon, c'est toujours, même si ça fait quelques années que les Huskies n'ont pas gagné de titre, 2016, ouais. 2016, ça paraît fou pour une équipe qui gagnait tout Pardon. le temps. Bon, il y a eu d'autres équipes qui ont émergé. Il y a eu des difficultés, des départs, des choses comme ça qui font que Yukon est moins dominant qu'à une époque. Mais je te propose qu'on parle de Yukon et de Paige Bakers, évidemment. Paige Bakers qui a été la joueuse la plus médiatisée dans un premier temps quand elle est arrivée. Ça devait être elle vraiment la joueuse générationnelle de cette classe-là. Alors elle est restée une joueuse fantastique. Elle a eu pas mal de problèmes de blessures. Malheureusement, on n'a pas pu la voir autant qu'on aurait aimé la voir. Là, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a annoncé qu'elle repartait pour une saison. Donc elle va utiliser son année d'éligibilité bonus avec le Covid pour rester. Est-ce que Paige Bakers et Yukon te paraissent des candidats intéressants pour cette année? Et qu'est-ce que tu penses de la joueuse de manière générale? On commence sur la joueuse peut-être, Allez, comme les autres. Alors pour moi personnellement, je sais que ça fait débat des fois même entre nous, mais pour moi c'est la meilleure joueuse de cette classe de draft, la joueuse la plus complète. Alors c'est peut-être pas le talent le plus offensif, mais par contre qui est capable d'impacter le jeu des deux côtés du terrain. C'est une grande meneuse, voilà, qui fait plus d'1,80 m, qui est capable un petit peu de tout faire, shooter à 3 points, diriger le jeu, monter la balle, attaquer le cercle, etc. avec des pourcentages complètement délirants, hein. Pour vous donner une idée, elle va faire une saison en 55, 45, 90, là en gros, en NCAA. Donc voilà, c'est un truc de fou. Cette année, Yukon a beaucoup été embêté par des blessures une énième fois. Elle a été mise au poste 3, elle a joué au poste 3, elle a été mise au poste 4, elle a joué au poste 4. Enfin, elle est capable, voilà, de un peu tout faire sur le terrain. Effectivement, il y a eu un contexte de blessure. Elle s'est fait le ligament croisé l'année dernière. Donc on l'a vu un petit peu moins. Mais bon, pour rappel, quand même, c'est la seule joueuse de l'histoire, de toute l'histoire, à avoir eu le titre de joueuse de l'année en année freshman dans sa première année. Donc c'est quand même pas rien quand on voit quand même toutes les légendes qui sont passées par là. Donc ouais, c'est une joueuse exceptionnelle. Après, là, le début de saison a été un petit peu plus lent parce que bah, ça faisait plus de 500 jours qu'elle n'avait pas joué. Il a fallu quand même qu'elle reprenne le rythme. Mais là, bon, le dernier mois de compétition, elle est redevenue bien fluide, elle a retrouvé le rythme, tout. Bon, je pense que ça va être une autre joueuse là au tournoi NCAA, quoi. ouais. Donc, et en ce qui concerne Yukon, euh, elles sont tombées dans une partie de tableau qui va quand même plutôt les arranger. Donc je pense quand même qu'elles ont un coup à jouer. Euh, j'ai du mal à les voir au Final Four personnellement. Moi, je les vois plus faire un Elite 8. Après, bon, on ne sait jamais, hein, comme les autres équipes. Et puis en plus, c'est une fac d'excellence à Yukon, hein. C'est la meilleure fac Ouais. femmes et hommes confondus de l'histoire. Donc, avec un coach mythique, hein, Gino Yema, qui maîtrise tous les aspects du jeu, qui est capable de s'adapter, qui est capable de proposer plein de choses. Donc, voilà, sur des jeunes en face, ça peut faire la différence. Donc, faut jamais les enterrer, Yukon, parce que même des années où on pensait pas, elles ont fait des finales forts, même sans aller au bout. Donc, je pense, elles seront là. Ce qui me fait un petit peu peur côté Yukon, c'est que comme elles ont eu beaucoup de blessés, elles jouent avec beaucoup de freshmen.
et donc de première année. Et j'ai un petit peu peur que les joueuses de première année tapent un petit peu dans le mur au tournoi, parce que c'est quand même un autre niveau de compétition, hein. C'est les 64 meilleures équipes du pays. C'est en gros, en Division 1, il y en a 350, hein, des facs à peu près. Donc là, on joue quand même contre voilà, l'élite de chez l'élite, quoi. Et donc à 18 ans, bon, être capable de voir comment elles vont être capables de répondre. C'est des bonnes freshman, hein, c'est des joueuses qui étaient classées hautes dans leur classe de draft. Mais bon, après, voilà, c'est ça qui me fait un petit peu hésiter. Mais encore une fois, il faut faire attention. Yukon a un duo fort avec Alia Edwards et Paige Bakers. Si les deux élèvent leur niveau, et que les filles autour arrivent à minima à faire le job, et notamment défensivement, puisque c'est une équipe qui défend quand même relativement très très fort, Yukon, je pense que ça peut éventuellement peut-être atteindre le Final Four. Moi, je dirais plus c'est Elite 8, à peu près comme Iowa, quoi, dans Ouais. ces eaux-là. Moi, je les ai. Par contre, Ouais. attention pour l'année prochaine, par contre. Ouais, ouais. Mais là, moi, En j'ai choisi d'être optimiste. Je les ai mises là aussi dans le Final Four, mais en étant bien conscient des limites. Tu parlais de la défense, juste balancer le nom comme ça d'une joueuse qu'on aime beaucoup aussi, Nika Mule, Mm. la Croate, qui est, voilà, si vous regardez Yukon, vous allez la voir. C'est une boule d'énergie aussi qui défend un peu partout, qui fait qui fait à peu près tout ce qu'il faut et qui a de la personnalité et qui, logiquement devrait elle aussi se présenter à la draft. À voir après ce que ça donnera. Mais ouais, Yukon, toujours une fac qu'on aime suivre, où il y a des talents invraisemblables. Paige Baker, c'est un talent invraisemblable. Et si vous avez l'occasion de regarder Yukon, n'hésitez évidemment pas. L'année dernière, il y avait Lou Lopez Sénéchal, c'était sympa à regarder aussi parce qu'il y avait une Française. Mais là, même dans un autre contexte, ça reste du très 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 haut niveau, notamment avec Gino Auriemma au coaching, qui est une véritable légende, comme tu le disais. On peut parler de... T'as envie de parler de Notre-Dame peut-être? Est-ce que Notre-Dame Ouais. t'intéresse? Allez, commençons par la joueuse. Alors là, pour le coup, c'est une joueuse qu'on a eu la chance de voir avec Gis Mm. à Paris, parce qu'il y a eu un match, pas un match de gala, mais qui était un match de saison régulière quand même, hein. C'était le premier Ouais, match premier match de saison, ouais. voilà, premier match de la saison entre Notre-Dame et South Carolina, dont on parlera probablement un peu après aussi. On a vu la joueuse en question, c'est-à-dire Anna Hidalgo, qui est une freshman, donc première année aussi, qui paye pas de mine, comme ça, tout petit gabarit, meneuse. Euh, on l'avait vu, alors Gis, tu m'en avais parlé notamment pour ses performances avec la sélection américaine chez les jeunes. Et là, j'ai vu un truc, je pensais pas voir ça de sa part sur ce match. Premier match de sa carrière au niveau universitaire, et une boule d'énergie, une patronne, une joueuse qui a une énorme panoplie des deux côtés du terrain malgré son gabarit. Un petit phénomène, quoi. Ouais, c'est ça, 1,68 m, hein. Donc tout à l'heure, on parlait que dans le basket féminin, ça a aidé d'avoir de la taille. Mais elle, c'est assez bluffant, en fait. Elle a un tout petit gabarit et elle a porté toutes les qualités du petit gabarit à ses armes, en fait. C'est-à-dire qu'elle a un centre de gravité très très bas, donc du coup, elle pique énormément de ballons. En défense, c'est une vraie plaie, parce que comme elle descend énormément les appuis, et ben, elle va chercher toutes les balles. C'est une grosse combattante, malgré sa taille, elle va chercher les rebonds. Euh, c'est un phénomène absolu. Puis le leadership, tu sais, on en avait discuté justement suite à ce match à Paris. Euh, mais à 18 ans, son premier match, elle était entourée. Il faut savoir qu'en NCAA, comme les filles doivent faire leurs 4 ans, voilà, on joue entre 18 et 23, hein. Donc, premier match NCAA à 18 ans, elle dirigeait déjà toutes les seniors de 22-23 ans sur le terrain, quoi. C'est impressionnant la capacité de leadership. Moi, comme tu disais, je l'avais remarqué avec Team USA chez les jeunes, parce que du coup, c'est un bon moyen avant de, avant de les voir arriver en NCAA, de les voir en compétition de jeunes, donc en moins de 18, moins de 17 ans. Et c'était déjà bluffant, quoi. Une capacité de vitesse, de drive, de tir. Et puis c'est la mentalité, quoi. C'est vraiment la mentalité américaine. Voilà, j'ai un petit gabarit, mais je vais te manger, je vais te détruire, quoi. C'est ça, c'est Et exactement ça. elle a quelque chose, hein, franchement. Je suis pas un pro du tanking, etc. Mais elle sortira en 2027, et je pense qu'il y a des équipes en 2027 WNBA qui vont, enfin, où ils ont de l'intérêt à effectivement garder leur pic, hein, parce que et envisager
effectivement d'être plutôt bas dans le classement. Non, Ouais. c'est une joueuse à part, quoi, parce que on s'attend pas à avoir un petit gabarit comme ça aussi puissant, dominant. Défensivement, pour vous donner une idée, elle est freshman, elle est déjà nommée pour la joueuse défensive de l'année, alors qu'il n'y a que des grandes à côté d'elle et que des seniors en fait. C'est un truc de fou et elle est aussi candidate, hein. Je pense qu'elle ne l'aura pas le joueuse de l'année, mais elle est aussi candidate à être élue joueuse de l'année, quoi. Ouais, C'est le nombre d'interceptions, phénoménal. puis on parlait de sa taille, mais c'est 1m68, ressenti 1m80, Mm. tellement elle est. Ouais, Il y a ouais. des joueurs et des joueuses comme ça qui arrivent à compenser le déficit de taille par soit de l'envergure, soit une activité, une façon de jouer qui fait ils et elles sont moins pénalisés par cette taille. Et ouais, Ana Hidalgo, là pareil, si vous pouvez regarder Notre-Dame là sur cette March Madness, n'hésitez pas, parce que Orja, c'est une fac réputée, c'est une fac pareil, avec une académie de jeu, une coach qui sait ce qu'elle fait, d'autres joueuses de très bon niveau. Et Notre-Dame va avoir des ambitions, peut-être de créer la surprise, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, 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 bah, je pense que, oui, oui, je pense qu'elles peuvent aller. Alors le malheureux, enfin, ce qui est un peu malheureux, c'est qu'elles sont tombées du côté de South Carolina, qu'on va parler après. Donc je pense que ça va peut-être être un petit peu juste parce qu'elles sont un petit peu en déficit de taille aussi à l'intérieur. Donc ça va peut-être faire un petit peu la différence au bout d'un moment. Mais elles ont Ana Hidalgo et une deuxième joueuse aussi, Sonia Citron, qui est une excellente joueuse, hein, qui elle sera normalement de la draft l'année prochaine, WNBA. Donc oui, oui, je pense que ça peut, pareil. Moi, il me semble que je les ai mis en Elite 8, je crois, contre South Carolina. Donc oui, c'est une équipe qui peut passer 2, 3, voire peut-être même 4 tours au tournoi. Ouais, et puis Ouais. Et historiquement, pourquoi pas très elles ont vite. fait historiquement, elles ont fait des parcours avec en surprenant un peu tout le monde, avec des joueuses. Il y avait à l'époque Arike Ogunbowale qui rentrait des shoots dans n'importe quelle position, à n'importe quelle, dans le money time. Donc c'est aussi une fac qui a un historique dans cette compétition-là et qu'il faut jamais mettre de côté, quoi. Avec une bonne coach qui est Niall Ivy, qui est la maman de Jaden Ivy. Absolument le meneur arrière des Mm. trois Pistons. Ouais. Tout à fait. Alors, on parlait d'Anna Hidalgo qui sera donc un motif de tanking peut-être en 2027. Il y en a une autre aussi qui va peut-être inciter quelques équipes à tanker méchamment à ce moment-là. Même génération, même classe, même QV. Protégée, alors pas protégée, mais il y a beaucoup de joueurs NBA qui ont parlé d'elle. Elle est proche du camp LeBron, notamment pour la Californie, tout À la ça. fac, ouais. Voilà, elle est de USC et c'est Juju Watkins. Alors Juju, tout le monde l'appelle Juju, c'est Judea Watkins, mais tout le monde l'appelle Juju. Voilà, on a vu cette année aussi qu'il y avait là un talent absolument exceptionnel, un gabarit différent de celui d'Anna Hidalgo, mais un talent aussi assez incroyable. Oui, donc elle, c'est vraiment une poste de 3, hein, c'est vraiment une pure ailière scoreuse, hein. Donc elle a mis cette année 51 points, hein. Donc ça paraît des fois peut-être pas énorme, hein, pour les gens qui Alors que c'est suivent la fou, ouais. NBA parce que, parce que c'est du 48 minutes, mais là on est en 40 chez les filles. Donc forcément c'est très très impressionnant. Elle aussi, elle est freshman, hein, elle a tout juste 18 ans. Donc c'est vraiment tout en drive, hein, tout en provocation de faute. Elle est capable de tirer 20 lancers francs par match. Bon, elle aura forcément peut-être un petit peu moins de coups de sifflet quand elle passera professionnelle, parce que bon, des fois au niveau amateur, ça siffle un peu beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose. Bon, c'est encore un petit peu brut de décoffrage. Je la trouve un petit peu moins prête, notamment que Ana Hidalgo dans le leadership, etc. Voilà, c'est un petit peu plus brut de décoffrage. Il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment dans la sélection de tir, dans les prises de décision aussi, dans les options de jeu. Mais bon, elle a 18 ans, quoi. Donc, elle a encore 3 années d'université devant Le elle. produit fini peut être assez fou, c'est ça aussi. Ouais. Je trouve qu'il y a alors, on est un peu moins grande euh, parce que bon, voilà, elle est plus petite, mais je trouve qu'il y a un peu un profil scoreuse Elena Deledon en elle, quoi. Hmm. Tu vois, pour faire un peu, alors en plus petite, hein, parce qu'elle ne fait pas 1m95, mais dans ce style-là, dans la capacité de prendre des tirs par-dessus les gens, par-dessus les défenseurs, de driver tout le temps, etc. Alors, c'est très, très impressionnant.
Et elle a bien leadé son équipe en plus, donc USC, qui est aussi en Pac-12. Donc, comme on disait tout à l'heure, une grosse conférence. Et je, donc, je pense elles ont une carte à jouer hein, pour la March Madness. Elles sont du côté de Yukon, d'ailleurs, dans la zone de Yukon hein, pour atteindre le Final Four. On verra peut-être que ça manquera un peu d'expérience pour aller jusqu'au Final Four, voire plus loin. Mais en plus, il y a plutôt une bonne équipe autour d'elle. Donc, attention quand même. Hein, mais c'est vraiment un phénomène, elle aussi. Peut-être un peu moins fini quoi, en termes de joueuse, mais sur un match, elle est capable de détruire n'importe quelle défense. Quoi. Ouais, donc c'est comme nous, on est monté dans les wagons. Caitlin Clark, Cameron Brink, Paige Baker. Si vous commencez aujourd'hui à vous intéresser à la NCAA, n'hésitez pas à monter dans le wagon. Anna Hidalgo à Notre-Dame et Juju Watkins à USC. On peut peut-être parler d'autres équipes qui ont des prétentions légitimes et que les gens pourraient avoir envie de suivre. Alors il y a évidemment la fac incontournable South Carolina avec Dawn Staley qui est un des personnages bien connus aussi du grand public, une coach qui a accompli beaucoup de choses. Et cette année, South Carolina fait partie à nouveau des favoris. Où est-ce que tu les vois aller? Je pense qu'on va parler aussi d'une joueuse qu'on aime bien, de l'équipe qui s'est ajoutée à l'équipe cette année. Qu'est-ce que tu penses de South Carolina et des Gamecocks cette année? Bah, je les vois aller très loin. On les pensait un petit peu en reconstruction, parce qu'en fait, en NCAA, c'est des cycles de 4 ans, hein, comme on recrute, etc. Et puis, il y a forcément après des freshmen qui arrivent, etc. Il y en a qui partent vers le monde professionnel. L'année dernière, elles ont échoué en demi-finale contre Iowa. Mais elles avaient une joueuse, Alia Boston, qui a été draftée par le Fever en première position. On les pensait un petit peu en transition, avec beaucoup de jeunes, etc. Et puis, en fait, elles ont fait une saison invaincue. Pour le moment, elles n'ont pas perdu le moindre match. Dans une conférence, hein, la SEC aussi, relevée. Hein. Donc, c'est assez impressionnant. Là, on parle moins d'individualité. Il y a moins de grands talents dans cette draft, encore qu'on va peut-être parler de Teina tout à l'heure. Mais c'est moins un talent générationnel, c'est plus un gros collectif. C'est bien drivé par Dawn Staley, qui est une excellente coach. Hein. C'est pareil, qui a le vécu, qui a l'expérience de tout ça. Moi, honnêtement, je les vois aller en finale. Je pense parce que c'est une densité physique incroyable, cette équipe. Elles ont beaucoup de taille, c'est très athlétique. Ça joue bien, ça se passe bien le ballon. Il y a plusieurs scoreuses, c'est long en profondeur de banc. Elles ont aussi la chance par rapport à d'autres effectifs aussi qui étaient aussi longs de ne pas avoir de blessés cette année. Alors bien sûr, après, ça peut malheureusement arriver dans le tournoi, mais en tout cas, pour le moment, elles sont épargnées. Et ça joue, hein, parce que quand on joue tous les jours ou tous les 2 jours, la longueur d'effectif, c'est assez important, notamment chez des jeunes. Et donc, je pense qu'elles peuvent aller très loin. Et puis après, pour une joueuse plutôt à suivre, il y en a je pense qu'on peut en parler de 2 quand même, même si c'est pas des talents générationnels. Donc, il y a effectivement Teina Papa, qui est une transfuge de la fac d'Oregon, hein, qui a utilisé le transfert cette année pour faire son année senior à South Carolina et qui est une excellente meneuse, hein, capable de un petit peu tout faire, d'organiser le jeu, de défendre, de mettre des 3 points. Elle lead d'ailleurs l'adresse à 3 points de la NCAA cette saison. C'est une joueuse qu'on aime beaucoup. Hein, c'est pareil, on la suit depuis super longtemps. 2020, parce que ouais. en 2020, il y avait une hype à Oregon. Alors, c'était la succession de Sabrina Ionescu. Et il y avait un côté, alors pour ceux qui ont regardé le manga Kuroko's Basket, côté Génération Miracle, où elles avaient ramené 5 des meilleures lycéennes du pays pour les faire jouer ensemble. Et ça a été malheureusement un fiasco parce qu'il n'y en a aucune qui est restée, à part Teina Paopao qui est restée jusqu'à là cette année où elle était transférée. Mais c'est une joueuse qui, dès le début, on l'aimait beaucoup, on voyait le talent qu'il y avait. C'était un peu frustrant sur le plan collectif parce qu'Oregon n'a jamais vraiment réussi à franchir le pas. Mais cette joueuse-là, depuis qu'elle est arrivée, même Dawn Staley a dit j'ai jamais eu de meneuse comme ça. Déjà d'une meneuse qui savait shooter, parce que c'est historiquement, récemment, ça n'a pas été tellement le cas pour South Carolina. Et là, en plus des forces habituelles de South Carolina, avec une pivot, Cardozo, peut-être on peut en parler rapidement aussi, mais très, Je voulais parler, oui. ouais, très très grande. Avec Pao Pao en plus, vous allez voir, c'est une joueuse aussi qui est belle à voir jouer parce qu'elle a à la fois de l'intensité, à la fois de la fluidité technique, du shoot. C'est une joueuse qu'on suit depuis longtemps et on est content de l'avoir réussi à South Carolina.
Ouais, elles ont un gros collectif. Elles ont un axe 1-5 pour la NCA qui est très fort, hein. Donc, Teina Popo et puis Camilla Cardozo qui est brésilienne, qui est une intérieure qui fait 2 mètres, hein. Qui, bon, je pense qu'il y aura des limites au niveau professionnel, mais qui, par contre, au niveau NCA domine parce que bah, la taille, il n'y en a pas partout. Donc, elles ont un axe très fort, un 5 très fort, et puis elles ont voilà, beaucoup d'ailières athlétiques autour, de la profondeur, comme on disait. Donc oui, je pense que South Carolina sera là. Moi, personnellement, je les ai pas mis vainqueurs, mais Ouais. je les vois aller en finale. J'ai hésité aussi. Je crois, alors je regarderai, mais il me semble que je les ai mis oui, au Final Four dans tous les cas. Je les vois pas être, se faire surprendre avant. Il y a une autre fac dont on n'a pas parlé, paradoxalement, alors que c'est les champions en titre. C'est des champions en titre qui ont fait un recrutement sur le papier 3 étoiles. voilà, recrutement de malade. C'est-à-dire que en plus d'avoir donc d'être les champions en titre, elles avaient Angel Reese qui est un énorme talent aussi de cette classe de draft qui va arriver. Elles ont recruté Hailey Van Lith qui est une joueuse que peut-être les gens connaissent pour le 3-3, qui a eu une hype aussi à un moment, une petite meneuse arrière, plutôt arrière, qui a une grosse cote. Donc elle est arrivée en provenance de Louisville. Puis Anissa Moreau, qui est arrivée, une intérieure qui a fait beaucoup de dégâts aussi avant d'arriver à LSU. Et au final, ça marche pas si bien que ça. Et du coup, la hype est pas énorme autour de LSU, alors qu'il y a une coach. Alors, on aime ou pas la personnalité, hein, elle est particulière. Nous, entre nous, on l'appelle Voldemort pour ne rien vous cacher. Voilà, pour une coach un peu clivante, mais qui est une excellente coach, Kim Mulkey. Malgré ça, il y a pas énormément de hype autour de l'équipe en ce moment. Ouais, bon, ça va mieux là quand même sur le dernier mois de compétition. Bah, ça a mis du temps en fait à se mettre en route, mais il n'y a pas de surprise. Encore une fois, on le voit dans toutes les formes de basket, chez les gars, chez les filles, etc. Quand il y a beaucoup de talents qui arrivent, bah faut trouver de la hiérarchie, il faut que ça se mette en place. Ça a eu un petit peu de mal au début. Alors bon, en plus, LSU a historiquement, sous la houlette de Kim Mulkey, comme tu l'as dit, choisit un petit peu ses matchs, c'est-à-dire que choisit un petit peu ses oppositions en NCAA. En fait, on peut, à part dans sa conférence, mais on peut choisir qui on va rencontrer. Elle a plutôt tendance, une réputation de rencontrer des équipes très très faibles pour avoir un haut classement et avoir voilà, un taux de victoire important, parce qu'on sait bien comment ça marche, hein, les classements, les rankings. Donc, du coup, voilà, donc le début, elles ont gagné beaucoup, mais dans les matchs, on voyait bien qu'il y avait peu d'équilibre, on avait du mal. Il y a eu le petit couac aussi de la suspension d'Angel Reese, on ne sait pas trop pourquoi, si c'était des problèmes académiques à côté. Enfin bon, bref, on n'a jamais trop su, mais bon, la communication de Kim Mulkey là-dessus, voilà, c'est souvent assez légendaire. Donc voilà, mais ça se met un petit peu en place. Là, ça allait mieux quand même sur le dernier mois. Elles ont failli, parce qu'elles sont dans la même conférence que South Carolina, elles ont tenu tête à South Carolina dans le tournoi de leur conférence, avec une fin de match un peu particulière, puisqu'il y a des filles qui se sont quand même un petit peu presque battues. Ouais. Euh, voilà, vous verrez, vous retrouverez les images si vous voulez voir un petit peu. Bon, c'est pas le côté le plus sympa du basket, mais bon, voilà, on voit bien que c'est un petit peu tendu entre les deux équipes. Bon, elles sont pas du même côté, hein, donc elles peuvent se jouer qu'en finale, hein, dans l'absolu. Mais ouais, ça va un petit peu mieux. Je pense qu'il va falloir quand même faire attention, hein, parce que voilà, il y a du talent, etc. Mais bon, elles sont du côté d'Iowa, de UCLA, de Colorado. Elles sont dans la partie de tableau pour moi, la plus difficile, en tout cas, au tirage au sort. Alors bon, voilà, il va falloir sortir de, de cette partie-là pour aller au Final Four. C'est possible, hein, franchement, elles ont, comme tu dis, elles ont une coach clivante sur on va dire, l'extra sportif. Mais par contre, voilà, en termes de basket, elle connaît parfaitement, hein. L'année dernière, elle a fait complètement déjouer Iowa en finale. Elle sait faire, elle sait maîtriser, elle a l'expérience, elle a déjà gagné des titres, plusieurs, NCAA, donc voilà, il y a du vécu. Il y a des joueuses de talent, hein, Angel Reese, Anissa Moreau, comme tu l'as dit, Ellie Van Lith qui est capable de prendre feu à n'importe quel instant. Donc oui, pourquoi pas. Moi, je les ai pas mis au Final Four non plus. Je pense qu'elles vont tomber contre mon équipe que j'ai mis championne. Ah, est-ce que On est-ce verra que après. c'est le bon moment pour faire la transition vers les autres équipes peut-être dont tu voudrais parler, qui te semblent intéressantes à suivre pour les gens qui se mettraient devant les matchs? Je pense que tu parlais un peu de la partie de tableau là avec UCLA, UCLA que moi j'ai mis assez loin. UCLA, je pense, fait partie des équipes dont tu voulais parler, non?
Ouais, bah c'est elle que j'ai mis D'accord, championne. bon. Voilà. Mais on veut, non, mais on peut y aller. Bah, UCLA, ouais, bah, c'est une équipe bien construite. Et puis, elles ont eu le nez creux l'année dernière de voir qu'il y avait une joueuse à Stanford qui jouait pas beaucoup, qui était relativement bloquée par Cameron Brink, d'ailleurs, parce qu'elle était sur le même poste, hein, Lauren Betts, Ouais, Metz, qui ouais. était la joueuse classée première l'année dernière, en fait, hein, qui venait du lycée. Donc, elle jouait très peu, elle était freshman et elle était vraiment complètement bloquée par Cameron Brink parce qu'elle ne pouvait pas jouer toutes les deux. Hein, c'était vraiment le même poste. Et donc, elle a demandé un transfert et UCLA a eu le nez creux de la récupérer. Et ça a tout changé dans cette équipe. Parce qu'on avait une équipe qui était très très forte sur les lignes extérieures avec des joueuses comme Kiki Rice, hein, que vous avez peut-être déjà entendu Ouais. parler, parce que c'est pareil, elle a un fort côté médiatique, hein, c'était un fort potentiel aussi. C'est une très bonne joueuse d'ailleurs. Hein. Elles ont aussi des joueuses qui vont se présenter à la draft comme Charisma Osborne, voilà, qui sont, bon, je pense, un petit peu juste pour le niveau professionnel, mais qui restent des bonnes joueuses en NCA et en plus qui sont en 5e année, puisque du coup, elle a activé aussi son année Covid là, cette année. Mhm. Donc, elle est expérimentée. Il y a des joueuses comme Angela Dugalic, qui est serbe, qui a joué avec la Serbie en professionnel et qui a d'ailleurs récupéré une médaille avec l'équipe de Serbie, donc qui a déjà joué contre des professionnels. Mhm. Et donc, Lauren Betts, qui est voilà, un prototype de fille qui fait presque 2 mètres, des skills au poste, très très compliqué à défendre, voilà, et puis qui est hyper forte au rebond, qui a aussi une bonne qualité de passe, etc. Et je trouve cette équipe très très profonde. En plus, comme je le répète une énième fois, elles aussi, elles jouent en Pac-12, hein, et elles ont rencontré des équipes très très fortes toute la saison. Alors le ranking peut paraître assez bas par rapport aux autres équipes du tournoi, mais justement, c'est parce qu'elles ont joué des équipes très très fortes tout au long de l'année. Mhm. Et je fais partie des gens qui pensent que ça aide de jouer des équipes de très haut niveau tout au long de la saison quand on arrive dans ces moments décisifs, parce qu'en fait, on n'est pas surpris par le niveau d'intensité défensif, etc. Je pense que UCLA a une carte à jouer. Alors après, comme je vous disais au début, c'est très compliqué de déterminer qui va aller au bout sur un tournoi. Hein. Sur un match, il suffit que vous n'ayez pas d'adresse et puis sur un match, c'est fini. Hein. Donc, mais en plus du fait qu'elles ont de l'alternance de jeu, elles peuvent tirer à l'extérieur, mais elles ont aussi des grandes à l'intérieur, donc elles ont une capacité de jouer tout au long de l'année. Je les ai vues défendre en zone, alterner en indiv, etc. Elles ont plusieurs formes de jeu. Euh, il me semble que cette équipe va être un vrai poil à gratter pour l'ensemble des équipes qui vont la jouer. Si vous n'avez pas encore rempli votre braquette et que vous avez confiance en Gis comme moi, bah, mettez M'envoyez UCLA. pas, m'envoyez pas des lettres de menaces hein, si vous voulez parler, parce qu'encore une fois, c'est très compliqué la marche manière. C'est extrêmement compliqué, effectivement. Est-ce qu'il y a une ou deux autres équipes comme ça qui te semblent être soit des outsiders, soit même parmi les favoris qui méritent Ouais, notre attention rapidement, peut-être? on peut. J'en avais trois encore qu'on Vas-y, ouais. pourrait citer, mais on va pas trop s'étendre dessus. Mais euh, je pense que Texas a un coup à jouer. Mhm. Texas est une très bonne équipe. Honnêtement, je les aurais au début de saison, je les avais mis en finale et potentiel vainqueur. Malheureusement, elles ont perdu leur joueuse majeure, Rory Rory Harmon, ouais. Harmon, sur une blessure sur un ligament croisé au début de saison. Quand elle était là, elles avaient fait les 13 premiers matchs, 13 victoires, 0 défaite. Elle aussi, ça va être un sacré phénomène, un petit gabarit, mais hyper forte en défense, meneuse gestionnaire, capable de délivrer des passes et d'organiser le jeu de façon incroyable. Et ils l'ont perdu. Elles ont toujours un fort collectif autour, mais je trouve qu'il leur manque la joueuse, parce que c'est un petit peu comme dans tous les niveaux, hein, même chez les jeunes. C'est souvent des fois la meilleure joueuse voilà, qui peut manquer pour aller vraiment très très loin. Elles ont mis beaucoup de responsabilités sur une freshman, Madison Booker, qui est une excellente joueuse Ouais. aussi. Et j'ai un peu peur aussi que ça soit un petit peu compliqué pour elle dans le tournoi. Donc, je les vois quand même faire un beau parcours. Je pense qu'elles peuvent accrocher. Ça serait pas étonnant de les voir Elite 8, Final Four, peut-être même plus loin si ça se goupille bien. Après, il suffit de sortir une équipe un peu plus forte qu'elle un tour avant, et puis après, le parcours peut se libérer. C'est vraiment une belle équipe. Euh, Sinon, j'en avais encore deux autres que Mhm. j'aime bien. Ouais. NC State,
qui, après de nombreuses années, a essayé de tourner autour des finales forts sans jamais y arriver. Cette année, elles ont fait le choix de pratiquement transférer tout le monde et de repartir sur une équipe de transferts et de freshmen. Et honnêtement, cette équipe, j'ai un peu peur que ça manque de taille à l'intérieur. Mais par contre, sur les lignes arrières et à l'aile, c'est très très costaud, ça défend, c'est très athlétique. C'est souvent des petits scores, mais c'est très rugueux à jouer. Elles peuvent créer des surprises parce que du fait un côté très défensif et ça va être vraiment difficile de les jouer. Ouais. Et la dernière équipe que j'aime aussi beaucoup, c'est Utah. Je savais que ce serait Utah avec Ouais. Alissa Ouais. Pili. Avec Alyssa Pili voilà, qui elle devrait se présenter aussi à la draft. D'ailleurs, je pense que oui. De toute façon, à mon avis, elle n'a pas le choix, parce qu'elle doit être en 5e année, je crois, il me semble. Un beau Donc, bébé. elle va se présenter cette année à la draft WNBA. Alors, c'est un gabarit qui va pouvoir vous surprendre quand vous allez la voir. Mais elle est très, 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 très impressionnante. C'est une poste 4, alors qui n'a pas des capacités athlétiques de fou, mais qui a une prise de position poste bas incroyable, qui empêche pratiquement tout le monde de défendre et qui en plus est capable d'étirer les lignes parce qu'elle est capable de shooter à plus de 40% à 3 points. Alors, c'est une joueuse pratiquement exclusivement demi-terrain, hein. Elle a beaucoup de mal sur les jeux de transition, elle n'est pas très très athlétique, elle n'a pas beaucoup de vitesse. Mais alors par contre, sur du jeu demi-terrain et notamment la March Madness, où ce qu'on disait tout à l'heure, le jeu se ralentit et joue beaucoup plus demi-terrain. Je pense qu'elle a une carte à jouer. Et il y a d'autres joueuses autour en plus qui sont très intéressantes. Cette équipe et je les vois pas aller au bout. Je pense que c'est pas assez fort. Je pense que ça va manquer de monde. Mais c'est très très intriguant à suivre et ça serait pas étonnant que ça fasse un ou deux upsets dans le tournoi. D'accord. Je réfléchis s'il y avait d'autres équipes. Moi, j'aimais bien l'année dernière, j'aimais bien Ohio State, j'aimais bien Ouais. Virginia Tech. Enfin, il y a des joueuses que j'aime bien dedans. Après, les collectifs en eux-mêmes, Alors, voilà. alors Virginia Tech, qui a été en demi-finale l'année dernière contre LSU, qui aurait d'ailleurs dû aller en finale. Si vous avez l'occasion de revoir ce match, il est disponible sur YouTube, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est typiquement le match jeune où les jeunes s'écroulent complètement parce qu'elles dominent tout le match et puis enfin, voilà, la peur de gagner revient et c'est voilà, c'est ça a été assez, je pense, assez marquant pour elles. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est elles ont un duo de joueuses qui est très très forte, Georgia Amour et Elizabeth Kitley. Donc Georgia Amour qui est australienne, qui est une petite meneuse qui va se présenter aussi à la draft, Ouais, une comme pile électrique. voilà, comme Elizabeth Kitley aussi. Et malheureusement, Elizabeth Kitley s'est blessée au genou lors du tournoi de conférence. Donc pour le moment, on n'a pas de nouvelles. Mais bon, honnêtement, vu l'extension du genou sur l'action, ça sent quand même fortement à minima l'entorse. Et dans le pire des cas, enfin je lui souhaite pas, mais le ligament croisé. Et si elle ne joue pas, je vois pas comment Virginia Ouais. Tech peut sortir. Je pense même que Virginia Tech sera en danger au premier et au deuxième tour. Peut-être pas au premier, parce que le premier, elles ont une tête de série basse, mais au deuxième tour, je pense qu'elle sera en danger si elle n'est pas là. Par contre, si elle est là, effectivement, ça peut redéfinir les cartes et ça peut aller plus loin. Et, Euh, et Ohio State, je sais que tu es un peu sceptique. Moi, j'aime bien aussi. J'aime bien leur équipe. alors, l'année dernière, elles ont fait un super parcours. Elles ont sorti notamment UConn, qui est dans une grosse perf. Cette année, je trouve que cette équipe a des grosses défaillances visibles. Et c'est ce qui me fait peur, en fait. Alors déjà, elles ont joué en Big Ten, donc dans la même conférence qu'Iowa. Elles ont complètement manqué leur tournoi. Elles ont été éliminées au premier tour de leur tournoi de conférence, alors qu'elles étaient tête de série numéro 1. Elles ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter à ce que peut proposer l'adversaire. C'est une équipe qui défend très fort, qui est capable de faire des presses tout-terrain, de piquer énormément de ballons. Le problème, c'est que la variation du jeu offensive est très limitée. C'est-à-dire qu'elles sont assez fortes en 1 contre 1, mais ça manque de tir. Et il suffit qu'une équipe fasse zone face à elles. Et là, c'est absolument une catastrophe parce qu'elles n'ont pas de snipeuse. Elles n'ont personne qui met de loin. Elles n'ont pas vraiment de joueuses
de fixation intérieure. Hein. Il y a Cody McMahon, hein, qui est assez connu aussi, qui est une poste 4, mais qui est plutôt une poste 4 de joueuse de 1 contre 1, de drive en fait. Donc elle a beaucoup de mal sur les attaques de zone. Je trouve que, alors après, encore une fois, hein, on est en NCAA, il y a des équipes des fois qui n'ont pas de staff d'analyse vidéo. Hein. Si vous regardez les matchs, des fois, vous allez vous arracher les cheveux. Hein. Ou des fois, il n'y a pas d'adaptation du tout dans les matchs. Si elles tombent sur ce genre d'équipe, sur ce genre de staff, effectivement, ça peut passer parce que elles vont pas les piéger. Moi, je trouve que cette équipe a trop de défaillances visibles pour aller très très loin. Alors après, Bon, du coup, je vais peut-être revoir un peu mon bracket là, parce que moi, tu, moi, tu m'inquiètes. personnellement, je les ai pas fait passer contre Duke. Ok. Tu vois, Ah, mais ça, c'est parce que t'aimes Duke et t'aimes Cara Lawson, c'est pour ça. oui, et je pense que Duke, par contre, est du coup qui a sans doute une des meilleures coachs NCAA, donc Cara Lawson, qui est une ancienne joueuse WNBA et qui est aussi dans le staff de Team USA, Ouais, et assistante en NBA aussi, avec les ouais, et Celtics. assistante en NBA, qui est une des meilleures joueuses, une des meilleures coachs pardon, NCAA, et qui, elle, je pense, est totalement capable de mettre un plan de jeu qui peut totalement pénaliser Ohio State. C'est pour ça que je les vois pas. Après, faudrait qu'elle sorte Duke, faudrait qu'elle sorte potentiellement UConn après. Euh, Effectivement, Puis USC peut-être. Honnêtement, c'est compliqué, j'avoue. j'ai du mal. Mais par contre, effectivement, il y a des joueuses qui sont intéressantes à voir, hein, comme Celeste Taylor, qui Ouais, sera d'ailleurs un potentiel pick de draft aussi, qui est absolument. une joueuse principalement défensive, mais qui est une des meilleures joueuses défensives du pays. Et c'est intéressant à regarder rien que pour elle, quoi. Donc à Ouais. voir, mais je suis plus sceptique sur Ohio State. Beaucoup Ok, plus sceptique. c'est noté, très bien. Je vais revoir mon bracket, merci. Mais après, Euh, voilà. Hein. oui, non, bien sûr. Euh, on en a déjà un peu parlé forcément en évoquant les équipes, mais si on se hasarde un peu à des pronostics, donc tu me disais que tu avais mis UCLA pour le titre et contre quoi? Contre South Carolina en finale du coup? Ouais, mon Final Four, ça serait South Carolina, Stanford d'un côté, Mhm, et UCLA contre USC de l'autre. d'accord. Moi je l'ai plus en Et je tête mets. évidemment, j'aurais dû le préparer, mais j'avais, si je dis pas de bêtises, ma finale c'est Stanford UCLA et Stanford qui gagne. Alors je suis aveuglé par mon amour pour Cameron Brink probablement. Mais j'ai mis Stanford contre UCLA et les autres équipes, j'ai dû mettre South Carolina parce que c'est ça, il y a un South Carolina-Stanford d'un Ouais, côté. potentiellement, oui, si tout Ouais. le monde passe jusqu'au bout. Ouais. Et de l'autre côté, est-ce que j'ai pas. Non, j'ai pas mis Yukon quand même, si. C'est possible que j'ai mis Yukon, c'est la Tu même. m'avais pas dit que tu avais mis UConn au Final Four, non? Ouais, c'est ça, hein, je crois que je les ai mis. Ouais, c'est ça, Yukon Final Four aussi. Moi, j'ai hésité aussi. Donc voilà de notre côté, si vous voulez vous lancer dans un bracket du tournoi féminin ou du tournoi masculin d'ailleurs, comme on en parle avec Loan hier, n'hésitez pas à vous appuyer sur tout ce qu'on vient de discuter avec Gis. Voilà, on va s'en tenir à ça pour ce deuxième volet de prévu de la March Madness, en espérant que ça vous aura poussé à vous intéresser un peu plus au basket féminin en général. Il n'y a pas que la NCAA, il y a la WNBA, il y a la LFB, l'Euroleague, tout, évidemment le basket de sélection avec l'équipe de France qui sera au JO prochainement. Gis, merci beaucoup Merci à d'avoir toi. été avec nous pour ce volet un peu spécial de preview. On se retrouve bientôt, hein, de toute façon. On se parle tous les jours avec Gis dès qu'il y a un match, on en discute. Et merci de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt.